Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment motoriser ou remotoriser un pont tournant de n'importe quelle marque avec un moteur pas à pas de type NEMA 17 commandé par un Arduino. L'idée est venue d'une discussion sur le forum Passionnément avec Olivier, alias Trindoli, que je salue ici amicalement. Son pont est un modèle Jouef qui est déjà motorisé avec justement un moteur pas à pas et un Arduino Uno. Mais le système ne donne pas satisfaction et on a décidé de revoir tout ça. Donc je n'ai pas de montage à faire en situation réelle, mais j'ai un démonstrateur qui fonctionne comme un pont réel. Il est constitué d'une couronne de 110 dents de 18 cm de diamètre, réalisée en impression 3D PLA, qui sera fixée sur l'axe de rotation du pont, et d'un engrenage de 16 dents fixé sur l'axe du moteur. Le moteur devant être fixé avec un support comme on le voit sur cette photo. Alors il est très important qu'il n'y ait pas de jeu à ce niveau. Sur le démonstrateur, on a la couronne de 110 dents sur laquelle j'ai mis des index qui indiquent les positions des voies. Le moteur est fixé en dessous par simplicité, mais dans la vraie vie, il devait être fixé par-dessus, comme sur la photo du pont Jouef. La couronne de 110 dents peut aussi être agrandie ou diminuée si besoin, mais une bonne démultiplication augmente la précision ainsi que le couple fourni par le moteur. Sachant que ces moteurs NEMA 17 sont très puissants, et même avec une loco Lematec de 10 kg, il tournera sans problème. Les fichiers STL des engrenages sont fournis, et pour les utiliser en situation réelle, il faudrait les imprimer avec un matériau plus solide que le PLA, donc du PETG ou idéalement du nylon. Il est aussi possible d'utiliser un moteur muni d'un réducteur planétaire et dont l'axe sera directement relié à l'axe de la partie mobile du pont. Tout est possible. Alors si on modifie la démultiplication, il faudra faire des ajustements dans le code, mais on en reparlera plus loin. Le principe de fonctionnement est simple. On définit un point de référence, le 0. Tous les déplacements sont comptés en nombre de pas depuis cette position 0. Donc chaque voie a une position comptée en nombre de pas. Le moteur se repositionne ensuite sur cette position avec une grande précision. Les positions des voies sont enregistrées dans les proms de l'Arduino. Le nombre de voies est inscrit en dur dans le code, car je n'ai pas voulu m'embêter avec des fonctions d'ajout, insertion, suppression pour les voies, et généralement on ne modifie pas le nombre de voies tous les matins. Mais là aussi, on peut s'adapter à une autre configuration très facilement. Si on veut commander le pont avec un logiciel de train, on devra juste assigner une adresse à chaque position de voie, avec un décodage par la bibliothèque DCC Décodeur. Mais comme ce n'est pas du tout mon truc, j'ai laissé ça de côté. Mais c'est très facile à greffer sur le code de base. Le moteur est piloté en micro-pas avec une résolution de 1/32e de pas. Les broches MS1 et MS2 du TMC 2209 permettant de choisir la résolution voulue parmi 4. Donc on a un tour de moteur qui fait 200 pas, multiplié par 32 micro-pas, ce qui nous donne 6400 pas. Un tour de pont, donc 6,875 tours moteur, avec la démultiplication, est égal à 6400 pas multiplié par 6,875, soit 44 000 pas pour faire un tour complet de 360 degrés. Ça signifie que chaque pas du moteur représente un déplacement angulaire du pont de 360 degrés divisé par 44 000, soit 0,008 degrés. Donc on aura une très bonne précision d'alignement au niveau des rails. Alors attention à ce sujet, car les informations qu'on trouve sur le net sont parfois fausses, et au départ j'avais trouvé une table de configuration du TMC 2209 qui était fausse. Si bien que je croyais être en 1/16e de pas, alors que j'avais 44 000 pas pour un tour complet. Donc avec la broche MS1 à plus VCC et MS2 à la masse, on est bien en 1/32e de pas. Pour le driver, c'est donc le TMC 2209 qui est monté sur une petite platine en verre au board. Il y a juste à mettre des connecteurs pour pouvoir brancher le moteur, les arrivées de courant et l'Arduino. Le TMC est monté sur des connecteurs plats, ce qui permet de le changer facilement en cas de besoin. Il y a un relais pour mettre le 12 volts au moteur quand le 5 volts est présent,
ce qui permet de tout commander avec un seul interrupteur. Les LED bleus et jaunes servent à indiquer la présence de courant aux entrées. Les broches DIR, STEP et Enable sont connectées à l'Arduino. Ici, le MS1 est relié au plus 5 volts et le MS2 à la masse, ce qui donne bien une résolution de 1/32 de pas. Ne pas oublier le condensateur de 100 microfarad en 35 volts qui est monté en parallèle sur l'alimentation 12 volts et qui protège le driver des pics de tension qui apparaissent lors des commutations pendant la rotation du moteur. Ne pas oublier non plus la diode de roue libre sur la bobine du relais. Elle est montée en inverse par rapport à l'alimentation. Pour la tension du moteur, on peut mettre aussi 9 volts seulement, ce sera suffisant et ça évitera les risques de chauffe du moteur et du driver. Le câble qui vient du moteur et qui est vendu avec se branche sur un connecteur. L'inversion du sens de branchement n'a pas d'importance et fait simplement tourner le moteur dans l'autre sens. Alors en ce qui concerne le réglage de la VREF du driver, j'avais expliqué tout ça en détail dans la deuxième vidéo de l'ascenseur. Mais en restant en 9 volts ou en 12 volts, on n'aura pas besoin d'y toucher. C'est seulement si on voulait augmenter le courant du moteur pour lui donner plus de puissance, mais ici c'est inutile. Alors par défaut, les TMC 2209 sont réglés à environ 0,9 A, sachant qu'on peut monter jusqu'à 2 A, mais avec des risques pour le driver et le moteur. Le TMC 2209 ainsi que les explications sur la VREF et son réglage sont décrits en détail dans cette vidéo de l'ascenseur et je vous y renvoie. Pour la détection du point zéro, j'avais prévu initialement un capteur infrarouge à fente, le même que celui que j'avais utilisé dans l'ascenseur, mais au final j'ai mis un capteur à effet Hall, magnétique, plus facile à installer et qui s'avère suffisamment précis. Attention à le mettre à l'opposé du moteur, qui dégage un champ magnétique assez fort. Suffisamment fort d'ailleurs pour faire tourner l'aimant sur lui-même quand il n'est pas collé. Il faut prendre un petit aimant, et celui que j'ai mis est un aimant néodyme de 5 mm de côté, et c'est le maximum en taille. Il faut aussi que le côté sud de l'aimant soit en face du capteur. Le capteur envoie un état bas sur sa broche signal quand il détecte l'aimant. Pour garantir une bonne précision, il faut que la recherche du zéro se fasse toujours dans le même sens de rotation. Le pont tourne à vitesse réduite jusqu'à trouver l'aimant, puis affine sa position. Pour le boîtier de commande, j'ai utilisé un écran LCD rétroéclairé de 4 lignes de 20 caractères, mais on aurait pu aussi utiliser un écran OLED. Il est piloté en I2C, ce qui permet de n'avoir que 2 fils de liaison vers l'Arduino. Là aussi, la liaison I2C a été décrite en détail dans la vidéo de l'ascenseur. Il faut prendre l'écran avec la platine I2C soudée dessus. On a un cavalier pour le rétroéclairage et j'y ai rajouté une résistance de 470 ohms car je trouve la luminosité trop forte. Le potentiomètre bleu permet de régler le contraste et d'ailleurs si au premier branchement rien n'apparaît à l'écran, il faut agir sur ce potentiomètre. Les voies sont choisies avec un encodeur KY40, lui aussi décrit en détail dans la vidéo numéro 4 de l'ascenseur. Et il y a 4 boutons pour les réglages manuels avec 2 vitesses de déplacement. Rotation dans le sens horaire ou anti-horaire, à vitesse lente ou à vitesse rapide. Et on a un bouton d'arrêt d'urgence du type coup de poing qui reste enfoncé quand on a appuyé dessus, mettant la broche 6 de l'Arduino à la masse par un de ces deux circuits avec le contact normalement ouvert et coupant le 12 volts par l'autre circuit avec le contact normalement fermé. Un calibrage est fait automatiquement après un arrêt d'urgence, puisque la dernière position n'a pas pu être enregistrée dans les proms. L'interrupteur marche-arrêt coupe le 5 volts, et donc aussi le 12 volts grâce au relais de la platine du driver. L'alimentation 5 volts et 12 volts se faisant à cet endroit. Enfin, on a un bloc de relais qui permet de mettre le courant uniquement sur la voie sélectionnée et seulement une fois que le pont est bien positionné. Sur le pont JOUEF, la partie centrale mobile est alimentée par les voies de sortie grâce à des lamelles de contact. Mais sur d'autres ponts, on a une alimentation centrale de la partie tournante avec inversion automatique de la polarité quand le pont franchit les 180 degrés. Au niveau des commandes, on choisit la voie d'arrivée avec le bouton rotatif et on appuie dessus pour lancer le déplacement.
À la première utilisation, il faudra enregistrer les positions des différentes voies, et pour cela on a 4 boutons. Le rouge et le jaune pour un déplacement rapide, et le vert et le bleu pour un déplacement lent qui permet d'affiner la position. Un appui sur le bouton rotatif enregistre la position dans l'EPROM, tandis qu'une rotation de ce bouton annule l'opération et le pont revient à la position affichée à l'écran. Donc le fonctionnement est très simple. À la mise sous tension, le pont fait un calibrage automatique avec recherche du point 0 et se positionne sur la voie numéro 1. Il faudrait mettre la voie d'entrée principale proche du point 0 de manière à ce que cette séquence d'initialisation au démarrage soit courte. On est obligé de procéder ainsi car à la mise sous tension, le moteur donne parfois un à-coup avant de démarrer, ce qui cause un petit décalage. C'est le phénomène d'alignement sur le pas complet. Quand il est hors tension, le moteur peut bouger de manière infime à cause de la simple détente naturelle des aimants permanents du moteur. C'est le couple de saillance ou d'Iten-torque. Et ensuite, au redémarrage, dès qu'on passe la broche chaînable à l'état bas pour activer le moteur, le TMC 2209 alimente les bobines et force le moteur à se verrouiller sur la phase électrique active la plus proche. S'il avait bougé ne serait-ce que d'une fraction de millimètre hors tension, il se recale alors violemment. Et le fait d'être en 1/32e de pas accentue ce comportement à cause de la taille infime des micro-pas. En mode pas entier, le moteur NEMA 17 standard fait 200 pas par tour, soit un angle de 1,8 degré par pas. En configuration 1/32e de pas, chaque micro-pas ne représente plus qu'un angle minuscule de 0,056 degrés. Alors physiquement, un micro-pas n'est pas un cran mécanique dans le moteur, mais c'est un équilibre magnétique subtil créé par le driver en dosant le courant dans les deux bobines. Ça suffit à faire glisser l'axe du moteur de quelques fractions de degrés. À l'échelle d'un pas entier, ce glissement est invisible, mais à l'échelle de 1/32e de pas, ce minuscule glissement représente facilement 4, 8 ou 12 micropas de décalage. Et donc, quand on remet le courant, il se recale automatiquement sur le pas entier le plus proche. Sur cette version, qui ne faisait pas le recalage automatique, à l'allumage, lors du premier déplacement, on voit un à-coup du moteur qui se recale avec un petit déplacement non désiré. Alors il n'y a pas de solution logicielle, car c'est un phénomène mécanique inhérent au moteur pas à pas. C'est pour cela que sur mon pont Eljan, on n'utilise qu'un moteur classique avec un masque optique à fente qui génère des impulsions qui tiennent lieu de pas, et ainsi il garde sa position à la remise sous tension. Je pensais que c'était pour limiter les coûts, mais en fait c'est aussi par une nécessité technologique. On va maintenant voir le code. Alors je ne vais pas m'attarder sur les notions de base déjà vues dans la série des cours sur le C++ Arduino, et auxquelles je vous renvoie si vous ne maîtrisez pas un peu le C++. De même, le code de logiciel de l'ascenseur avait été commenté très en détail, ligne par ligne, et vous pourrez le voir ou le revoir avec profit si vous débutez en C++. Je sais que ces explications barbent certains, mais je ne peux pas balancer bêtement un pavé de code et démerdonne ziziche. Donc ceux qui maîtrisent le C++ peuvent passer directement à la conclusion. Pour les autres, tout ce laïus ne me paraît pas inutile, d'autant que vous serez certainement obligé de faire quelques ajustements à la marge. Comme d'habitude, l'entête sert de documentation avec les affectations des broches, leurs fonctions et les couleurs des fils utilisés. Ce n'est pas une perte de temps et ça vous en fera gagner le jour où vous devrez faire une modification ou un dépannage de l'électronique. Les particularités sont aussi mentionnées, comme le bug récurrent de l'IDE Arduino qui met une erreur sur les premières lignes de code lorsqu'on ajoute ou supprime une ligne dans les remarques au début. Il faut sauvegarder pour que le nouveau nombre de lignes soit bien pris en compte. Là, ce sont les bibliothèques dont on aura besoin, puis l'affectation des broches. Ici, on a les variables de configuration du pont qu'on peut modifier pour l'adapter à une autre situation. Avec le nombre de voies
et le nombre total de pas pour un tour de 360 degrés du pont. Ici, avec la démultiplication de 6,875 et le 1/32e de pas, on a 44 000 pas pour un tour complet de 360 degrés. C'est ce nombre qu'on renseigne et il va servir dans la routine de calcul du chemin le plus court lors d'un déplacement. Donc c'est là qu'il faudra modifier si on a une démultiplication différente. Les branches des relais sont mises dans un tableau, plus pratique qu'une suite de variables. L'instanciation des deux objets qu'on va utiliser, l'écran et le moteur. Alors je ne reviens pas sur ce concept d'instanciation qui consiste à créer un objet dérivant d'une classe et que j'ai déjà expliqué en détail dans les cours C++ et dans la vidéo numéro 4 de l'ascenseur. Là, ce sont encore des variables qu'on va utiliser dans le code. Toutes les variables globales doivent être déclarées ici dans l'entête avant le setup. Et là, ce sont les différents états du pont, initialisation, veille quand on attend une commande, déplacement quand il se déplace vers une position, réglage manuel quand on utilise les boutons de réglage pour enregistrer la position d'une voie, et l'arrêt d'urgence. Donc là, on va commencer dans le setup par l'initialisation des broches utilisées, l'initialisation des relais qui mettent le courant sur les voies, et là, on les coupe toutes. L'initialisation du driver du moteur, avec la broche chaînable qui est mise à l'état bas pour que le moteur soit alimenté et en mode de maintien tout le temps pour éviter un réalignement sur un pas complet qui entraînerait un décalage de la position. Initialisation de l'écran et lecture des positions enregistrées en EEPROM. Alors je n'ai pas mis de sécurité pour vérifier que les positions ont bien déjà été enregistrées, car on n'est pas des enfants, et on sait très bien qu'à la première utilisation, il faudra d'abord enregistrer toutes les positions des voies avant de pouvoir utiliser le pont. Donc pas la peine d'alourdir le code avec une procédure de vérification à ce niveau. Ensuite, on appelle la fonction de calibrage, qui va rechercher la position 0, à partir de laquelle toutes les autres positions sont calculées en nombre de pas, ou plutôt de micro-pas. Et on se positionne sur la voie numéro 1, qui a la position 0 dans le tableau. Il ne faudra pas l'oublier. L'état courant du pont est alors déplacement, et on arrive dans le loop, qui commence par lire l'état du bouton d'arrêt d'urgence. Si un arrêt d'urgence est demandé, on commence par couper immédiatement le moteur en mettant la broche chaînable à l'état haut. On coupe le relais des voies de sortie et on met l'état courant à urgence. La boucle while permet de bloquer le code tant qu'on n'a pas relâché le bouton d'arrêt d'urgence. Et une fois qu'il a été déverrouillé, on appelle la fonction de calibrage pour se remettre à la position 0. On peut alors restaurer l'affichage de base et on met l'état courant sur veille. Si le bouton d'arrêt d'urgence n'a pas été enfoncé, ou si l'arrêt d'urgence a déjà été traité comme plus haut, on peut revenir à l'état de veille où on lit la position de l'encodeur. On affiche la voie qui est sélectionnée par l'encodeur et on la sauvegarde dans la variable dernière voie affichée. On affiche aussi la position en nombre de pas. Cet affichage sert plutôt au débogage, mais il vaut mieux le laisser. Là, on traite le clic du bouton de l'encodeur, ce qui indique qu'on veut aller à la position affichée, et on met le pont dans l'état déplacement. Ici, on teste si l'un des 4 boutons de réglage manuel a été enfoncé, avec 3 fonctions ou inclusif, notées par une double barre verticale. C'est-à-dire que la condition de sortie est vraie si l'une des 4 conditions individuelles est vraie, ou encore si les 4 conditions sont vraies en même temps. Donc ici, on aurait pu mettre un OU exclusif, car il faut être balèze pour appuyer sur les 4 boutons en même temps, mais c'est plus une habitude de programmation, et le OU exclusif, qui se note avec l'accent circonflexe, est moins employé. Donc si on a appuyé sur un de ces boutons, on passe en état courant de réglage manuel. Le break permet de sortir du switch sans évaluer les cases qui suivent. Si l'état courant est déplacement, on change l'affichage en conséquence et on va voir par quel côté le chemin sera le plus court. On calcule l'écart entre la position actuelle et la position à atteindre. Si cet écart est inférieur à la moitié de la circonférence
Calculé par NB total pas divisé par 2, le nombre de pas à effectuer sera égal à cet écart. C'est le chemin le plus court. Si ce n'est pas le cas, il sera plus court de passer par l'autre côté. Vous noterez qu'on a envisagé le cas où l'écart sera égal à 0, c'est-à-dire qu'on est déjà sur la position cible. Si on ne l'envisage pas, on aura un dysfonctionnement, voire un plantage. Ensuite, on applique le mouvement relatif égal à l'écart calculé et on lance la rotation du moteur dans une boucle while qui tourne tant qu'il reste de la distance à parcourir. Cette distance est donnée par la fonction distance to go. Donc, tant que moteur distance to go est différent de 0, on envoie des moteurs runes qui entretiennent la rotation. La broche d'arrêt d'urgence est traitée aussi dans la boucle pour pouvoir appeler la procédure d'arrêt d'urgence à tout moment. Une fois arrivé, il faut recaler la position du moteur avec le vrai chiffre entre 0 et le nombre de pas total moins 1, donc ici entre 0 et 43 999. On procède avec une fonction modulo qui donne le reste de la division entière et on met la valeur calculée comme position courante avec moteur set current position. Et on n'oublie pas de l'enregistrer en EEPROM pour savoir où on est si par exemple on utilisait un bouton de déplacement manuel. La fonction alimenter voie commande le relais de la voie sélectionnée pour y mettre le courant. On indique à l'écran que la fonction s'est bien terminée et on retourne en état de veille pour attendre la prochaine commande. Pour le réglage manuel, on a une procédure d'annulation en tournant le bouton de l'encodeur. Alors attention, car comme on n'utilise pas d'interruption pour lire l'encodeur, il y a toujours une petite latence qui oblige parfois à manipuler le bouton plusieurs fois avant sa prise en compte. Mais j'ai expliqué au début la raison de ce choix, et ne croyez pas que c'est parce que je ne sais pas utiliser les interruptions, il y a une raison matérielle liée à la qualité de l'encodeur KY40 chinois. Donc on teste si le bouton de l'encodeur a été tourné, et si c'est le cas, on annule et on recharge la position affichée à l'écran et on y retourne. Vous noterez que j'ai mis la boucle while sur une seule ligne, ce qui est plus lisible quand il n'y a qu'une seule commande dedans. Donc, dans ce cas, on revient à l'état veille, on synchronise l'état de l'encodeur et on sort du case par break. Si le bouton de l'encodeur n'a pas été tourné, on va traiter l'action correspondante au bouton enfoncé. Donc soit une rotation horaire ou anti-horaire, lente ou rapide selon le cas. Les 4 blocs de code sont identiques, et s'il y avait eu plus de commandes à traiter dans chaque bloc, on aurait pu en faire une fonction. Ensuite, on teste si le bouton rotatif de l'encodeur a été appuyé, ce qui indique qu'on veut mémoriser la position affichée. Dans ce cas, on l'écrit en EEPROM. Alors ici, attention au piège. La fonction sizeOf retourne la longueur en octets d'un type de variable selon la plateforme sur laquelle est compilé le code. Ici, sur un Arduino Mega, un long occupe 4 octets, donc sizeOf va toujours retourner 4. Donc on pourrait se dire qu'on va simplement mettre le chiffre 4. Alors ça a des chances de marcher dans 99% des cas si on reste sur un Arduino Mega, car le compilateur va traiter ce 4 comme un entier non signé et le transformer sur 2 octets. Mais même dans ce cas, il est possible que ça entraîne un problème et que la position dans l'EEPROM ne soit pas la bonne, avec à la clé une relecture d'une valeur différente de ce qu'on aura cru écrire. De même si on change de plateforme Arduino. Donc, pas de boogie-woogie avant vos prières du soir et jamais de valeur en dur dans les expressions. Une fois la valeur mémorisée, on restaure l'affichage par défaut et on retourne en état de veille. Et on se reboucle sur le début du loop. Dans l'onglet Fonctions déplacement, il y a les fonctions annexes de déplacement. On rappelle que les différents onglets sont écrits dans le répertoire de l'application, le croquis en terminologie Arduino que j'ai du mal à utiliser car ça ne veut rien dire. Et ils sont rechargés automatiquement quand on rappelle le fichier principal. Ça permet d'aérer le code et d'éviter d'avoir une longue suite de fonctions les unes derrière les autres. On a la fonction de calibrage
qui se fait à vitesse réduite et constante de 800. Le moteur tourne jusqu'à ce que la broche reliée au détecteur à effet Hall ou infrarouge passe à l'état bas en détectant quelque chose. On teste aussi l'appui sur l'arrêt d'urgence pour sortir immédiatement le cas échéant. Et on se déplace de 200 micropas à chaque fois avec la boucle while qui envoie un moteur rune en permanence. Lors de la détection, on revient légèrement en arrière et on note la position obtenue. On a aussi la gestion des relais de l'alimentation des voies avec une fonction pour tout couper en passant les broches à l'état haut et une autre qui active le relais d'une voie passée en argument avec num voie. La plupart des cartes relais Arduino prêtes à l'emploi s'activent lorsque le signal envoyé par l'Arduino est au niveau bas. C'est pourquoi j'ai codé la fonction couper toutes les voies avec des signaux au niveau haut pour ouvrir les relais, c'est-à-dire couper le courant. Si les relais utilisés s'activent à l'inverse et s'allument pendant que le pont tourne, il suffira d'inverser les high et les low dans les fonctions couper toutes les voies et alimenter voies. Et enfin, l'onglet des fonctions de menu, avec l'affichage de base qui indique la voie cible et la position du pont, et la fonction de lecture de l'encodeur rotatif. Alors j'avais expliqué le fonctionnement du KY40 et le rôle du CLK et data en détail dans la vidéo numéro 4 de l'ascenseur, et je n'y reviens pas. Il y a une fonction anti-rebond qui empêche la prise en compte de deux mouvements trop rapprochés avec un délai qui est paramétré en début de programme dans l'entête. Ici, c'est 150 millisecondes, ce qui est suffisant. L'encodeur permet de choisir la voie, et donc on incrémente ou on décrémente la variable voie sélectionnée selon le sens de la rotation. Voilà donc un code très simple, sans fioritures et qui ne posera pas de problème. Pour info, je vous mets le prix de revient avec les prix que j'avais eus en mai et le prix actuel avec la répercussion de la taxe européenne par les Chinois qui font plus qu'appliquer la taxe de 3 € par article ou groupe d'articles. Là, c'est x2 minimum sur tous les articles qui coûtaient moins de 8 à 10 €. Alors on pourrait n'utiliser qu'un Arduino Nano avec un module d'extension qui permet d'ajouter 8 broches d'entrée-sortie et qui fonctionne en I2C. Ça diminuerait le prix de revient d'une dizaine d'euros, mais au prix d'une complexité un peu plus importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et permettra de motoriser efficacement un pont tournant existant. Je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers une vidéo de la chaîne Redom qui propose la construction d'un pont tournant en impression 3D et de sa motorisation avec aussi un Arduino, ainsi que la construction d'une rotonde dans une autre vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à apporter des précisions ou à corriger des bêtises que j'aurais pu dire. À bientôt!